S'il existe bien une phobie qu'on est nombreux à partager, c'est bien de se retrouver coincé, emprisonné, confiné quelque part, notamment dans un endroit exigu, étroit, sombre, isolé de tout le monde, bref, la claustrophobie. Et ce concept-là, c'est un super potentiel pour produire d'excellents films. Et des films avec la claustrophobie en toile de fond, il y en a un sacré paquet. Panic Room, Cube, Le Bateau, Alien. Je pourrais très bien vous parler de ces films-là, mais vous me connaissez, j'aime pas parler de ce qui est trop connu, donc justement, on va parler des films assez méconnus sur la claustrophobie. Bien sûr, dans ma liste, il y a des films que vous avez forcément vus, mais il y en a quelques-uns dans le lot dont je suis sûr vous n'avez jamais entendu parler. Alors perdons pas de temps, installez-vous confortablement, mettez-vous dans le noir histoire d'être dans l'ambiance, et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que le film que sera en number one, le dernier film dont je vais vous parler, vous n'êtes pas prêts. Croyez-moi qu'avec ce dernier film, on va entrer dans l'horrifique le plus absolu, ça va vraiment être sérieux, et le pire là-dedans, c'est que ça va être tiré d'une histoire vraie. On va commencer en douceur avec un film de Tarantino, Kill Bill Volume 2. Si vous connaissez juste un peu Kill Bill, vous allez demander, mais attends, qu'est-ce que ce film vient foutre là-dedans? C'est une histoire avec une nana qui coupe des mecs en deux avec un katana, c'est une histoire de vengeance, qu'est-ce que ça vient faire dans un top 10 sur des films de claustrophobie? Eh bien, si vous avez vu le film, vous savez forcément à quoi je fais allusion. La célèbre mariée qui se retrouve enfermée dans un cercueil par le magnétique Michael Madsen dans ce qu'on appelle communément un enterrement à la texane. Perso, je suis pas un grand fan des films Kill Bill, mais je me rappelle bien que la scène où Uma Thurman se fait enterrer, c'est peut-être justement des deux films le passage qui m'a le plus marqué. Tarantino, comme beaucoup de réalisateurs, sait faire matcher les émotions, et là, pour le coup, il a su retranscrire la peur et la terreur de quand on se fait enterrer vivant. Voir cette pauvre fille se faire enfermer dans un cercueil hyper étroit, à 1m50, 2 mètres en dessous de la terre, ça doit être une épreuve absolument terrifiante. Le bruit du marteau qui tape sur les clous pour renfermer le couvercle, la respiration oppressée de la pauvre Uma Thurman, le bruit de la terre qui s'effondre sur le couvercle, et naturellement, on est nombreux à se demander comment j'aurais réagi si on m'avait enterré vivant de la sorte. Je sais pas franchement s'il existe pire forme de torture. Et voir cette scène, ça colle quand même une belle suée. Même si ça dure moins de 10 minutes dans tout le film, c'est peut-être la scène dont je me rappelle le plus, avec cette scène où Uma Thurman s'entraîne avec le ninja chinois. Je vous invite naturellement à voir ce film et surtout voir cette scène. Elle se termine par un happy end, donc ça va. On démarre en douceur. Allez, c'est parti maintenant, on peut passer au numéro 9. En numéro 9 de cette liste, donc, 13 vies, un film de Ron Howard avec Colin Farrell et Viggo Mortensen, un film sorti dernièrement sur Prime. Alors il faut savoir que 13 vies est tiré d'une histoire vraie. En 2018, 13 gamins qui jouaient dans une équipe de foot se retrouvent enfermés par accident dans une cave souterraine. Le problème, c'est que pour accéder à cette cave, il faut traverser des centaines de mètres de boyaux immergés par la flotte et par la mousson, et bien sûr c'est typiquement le seul genre d'endroit où seuls des nageurs d'élite peuvent y accéder. Et 13 vies est un film très intéressant. Ne vous attendez pas à un film super exceptionnel avec des effets spéciaux à plus en finir, avec des scènes d'action, des trucs stressants. C'est avant tout un film documentaire, mais qui a eu la bonne idée de mettre en avant le développement psychologique des personnages. Mention spéciale d'ailleurs aux deux protagonistes principaux, donc Colin Farrell et Viggo Mortensen, qui sont deux personnages vraiment antagonistes. Colin Farrell dans le film est un personnage très positif, très enjoué, et Viggo Mortensen, lui de son côté, joue quelqu'un de plus pragmatique, de plus froid, de plus calculateur. N'empêche, ces deux acteurs matchent très bien, ils jouent des personnages ayant réellement existé, ils crèvent l'écran, le film montre toute l'opération de sauvetage, toute l'industrie qu'il y a eu derrière, et des tas de plongeurs et de secouristes du monde entier sont venus pour aider à trouver les gamins. L'histoire s'est bien terminée, ils ont pu récupérer les gamins sains et saufs, et ça ne s'est pas fait sans difficulté, croyez-moi, je ne spoile pas justement pour que vous puissiez découvrir le film sans trop en savoir, parce que j'estime qu'il vaut largement le coup d'œil. Malheureusement, le sauvetage des enfants aura coûté la vie à deux plongeurs. Un est mort pendant l'opération de sauvetage et le deuxième est mort malheureusement suite à une infection contractée pendant le sauvetage. Là où le film fait fort, c'est qu'il montre aussi bien le courage du côté des secouristes, mais aussi du côté des gamins. Parce que croyez pas que les gamins sont juste restés de 3 jours coincés dans cette caverne. Non, non, ils y sont restés plus de 2 semaines, dont au moins une semaine sans pouvoir bouffer. Imaginez un peu l'angoisse. Des gamins coincés dans le noir avec juste des lampes torches qui n'ont pas cédé à la panique, qui n'ont pas fait de conneries, qui se sont pas entretués, qui ont attendu patiemment et qui ont gardé la foi. Ça devait être une épreuve absolument insoutenable. Je sais pas comment ils ont fait. Moi à leur place, je crois qu'au bout de 2 jours, je me serais déjà taillé des veines, j'aurais jamais tenu. Donc pour votre culture personnelle, je vous l'ai dit, je vous invite à voir 13 vies. Il est simple, il est beau, il est intéressant, il mérite largement le coup d'œil. En numéro 8 de cette liste, un choix assez particulier, Phone Game, un film de Joel Schumacher, le réalisateur de l'excellent 8 mm dont je vous casse les oreilles sans arrêt, et avec encore une fois Colin Farrell. Alors parler de ce film dans un sujet sur la claustrophobie, c'est quand même assez particulier et assez osé. Quand on pense à claustrophobie, on pense à quelqu'un coincé dans une cave, dans une caverne, perdu au milieu de nulle part, ce genre de truc. Or, l'histoire de Phone Game se déroule dans New York, à 2 pas de Manhattan, donc dans un endroit surpeuplé avec une forte densité de population. Pourtant, Joel Schumacher a réussi l'exploit de nous faire sentir hyper mal pour le personnage pendant tout le film. Un film qui, pour anecdote, ne dure qu'1h20 et qui a été tourné en moins de 12 jours. Le film est sorti en 2002, une époque où les téléphones portables et cellulaires commençaient à devenir vraiment communs pour la plupart des gens. On commençait à quitter une époque, c'était bien avant les smartphones, c'était les téléphones à clapper, les téléphones à touche, ce genre de trucs. Ça parle plus aux jeunes mais nous, on connaît. Et pourtant, malgré le fait que l'histoire se déroule en 2002,
Eh bah le film n'a pas pris une ride. Un budget ridicule, un film tourné en 12 jours, une histoire qui se déroule à 90% dans une cabine téléphonique, et pourtant ce film est un petit chef-d'œuvre qui n'a même pas vieilli, c'est ça le plus fort. Je vous invite franchement à voir Phone Game parce qu'on est vraiment en stress pour le pauvre Colin Farrell qui se retrouve coincé dans cette cabine téléphonique, avec au bout du fil un mec avec un sniper qui le met en joue et qui est prêt à le buter si jamais il sort de la cabine. Alors ne vous attendez surtout pas à un film classique en mode course contre la montre où un gars doit essayer de jouer sa vie parce qu'il y a un malade mental qui menace de le dégommer si jamais il ne fait pas ce qu'il dit, s'il ne lui donne pas une rançon, une somme d'argent, ce genre de truc. Alors là, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout ça. Le personnage joué par Colin Farrell, le protagoniste principal, est une véritable ordure. Menteur, tricheur, baratineur, malhonnête, infidèle, méprisant envers son prochain, bref, le mec il a toute la panoplie. Et ça fait plaisir de voir qu'un personnage aussi arrogant et aussi détestable que le personnage joué par Colin Farrell se fasse mettre en joue et mettre à l'amende par une espèce de justicier invisible avec son sniper. Alors ok, la méthode du tireur est assez extrême, je le conçois, mais ce film est un peu en quelque sorte un conte moral. Le sniper va jouer avec les nerfs de Colin Farrell et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à décrocher du film pendant tout le long où ils sont au téléphone. D'ailleurs pour les fans de Ben Foster, sachez qu'il fait une toute petite apparition dans le rôle d'un rappeur Baptou, ça vaut le coup d'œil. Là aussi j'en dis pas plus, je veux pas spoiler ceux qui l'ont pas encore vu, mais par pitié, si vous avez pas quoi faire, si vous avez 1h20 à claquer, investissez ce temps dans Phone Game. En numéro 7 de cette liste, As Above, So Below, ou Catacombes en version française. Alors ce film ne parle pas à tout le monde, mais je l'ai quand même mis en 7ème position parce qu'il est intéressant, notamment pour ceux qui aiment les films en found footage. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que pour beaucoup le found footage c'est stressant, c'est lourd, ça donne mal au bide, ça donne mal à la tête, je le conçois totalement. Mais ce film mérite le coup d'œil, déjà parce que l'histoire se déroule à Paris. Bon, je sais pas si c'est un motif vraiment valable, mais bon. Il y a François Civil qui joue dedans, un de ses premiers rôles. Et pour un film en found footage, l'histoire est quand même sacrément cool. En fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que les personnages principaux, les protagonistes, sont pas tous des anges. C'est des mecs avec des qualités, bien sûr, mais c'est aussi des gens avec des défauts. Ils sont humains, quoi. Et là où ils se rendent, dans les catacombes de Paris, il y a une espèce de maléfice, en fait, qui va mettre tous ces gens face à leurs défauts, face à leurs démons, face à ce qu'ils ont fait de mal, et c'est en partie la raison pour laquelle le film est intéressant. J'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'étais pas tellement convaincu. Mais au deuxième visionnage, je me suis dit, ah ouais, finalement, c'est cool. Naturellement, en plus de l'histoire, on se sent oppressé parce qu'on est dans les catacombes de Paris, quand même. C'est super intéressant, je suis même surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas déjà eu des films sur les catacombes de Paris, parce que c'est quand même un endroit, un secteur avec un bon potentiel horrifique, et c'est quelque part le seul film que je connais à rendre hommage à cet endroit qu'on connaît tous et dont finalement on sait assez peu de choses. Donc si vous n'avez pas peur des films en found footage, que vous voulez voir un bon film d'horreur avec une certaine morale, qui s'éloigne assez des clichés de ce genre de film, alors je vous conseille As Above, So Below. En numéro 6, je mets Fall, un film dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, sans faire de spoiler. Fall fait partie de cette race de films américains qu'on ne connaît pas chez nous, mais qui sont pourtant de top qualité. Au niveau du casting, pas grand monde de connu, à l'exception de Jeffrey Dean Morgan alias Negan dans un tout petit rôle. Le mec crève toujours autant l'écran, à condition de regarder le film en version originale, bien entendu. Si Phone Game avait un potentiel claustrophobique alors qu'on est dans une cabine téléphonique en plein milieu de New York, Fall réussit l'exploit de rendre son concept assez claustrophobe alors qu'on est juste au sommet d'une tour et en plein ciel. Franchement, je sais pas c'est quoi le pire, être enfermé dans une cave où on ne voit rien avec la civilisation juste au-dessus de vous, ou alors être coincé au sommet d'une tour gigantesque sans que personne ne vous voit avec la civilisation là cette fois tout en bas. Bref, Fall est un film super intéressant, ambitieux malgré un budget ridicule, bourré de bonnes idées et surtout sacrément flippant. Ce film c'est un vrai combo, d'un côté il y a la claustrophobie et de l'autre il y a le vertige. Comme ça au moins on est bien. C'est un film puissant, poignant sur la survie, sur l'amitié, sur l'amour même, avec un twist final auquel je ne m'attendais absolument pas et dont j'ai été grandement satisfait. On a la trouille pour ces deux meufs, la fin on s'y attend pas du tout, bref, je vous recommande d'urgence de voir Fall. En numéro 5, attention, là on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et on va parler d'une histoire vraie. Open Water, un film sorti en 2003, un film qui retrace l'histoire tragique et vraie d'un couple d'Américains de bâtons rouges, partis en plongée dans la mer de corail et abandonnés en plein milieu de l'océan par le mec qui était censé les ramener. Pendant à peu près 1h30, vous suivez le cauchemar, le calvaire d'un couple abandonné au milieu de l'océan qui doivent survivre jour et nuit avec aucun espoir. Qui que vous soyez, il y a de très grandes chances pour que de toute manière, même si de temps en temps vous allez pas bien, même si de temps en temps vous êtes un peu triste, on a quand même, malgré tout, énormément d'espoir dans l'avenir. C'est même pas vous qui le voulez, c'est votre subconscient, c'est un mécanisme de survie. Autrement, à la moindre épreuve dans la vie, on se roulerait en boule, on se flinguerait, on n'avancerait pas, il y aurait même pas eu d'humanité. Et dans ce genre de cas de figure, imaginez, vous, moi, on se retrouve abandonné en plein milieu de l'océan, et on s'accrocherait à la vie jusqu'à la dernière seconde. On espérerait voir un avion, un bateau, je sais pas, un dauphin, n'importe quoi, quelque chose venir nous sauver. On s'accrochera à cet espoir jusqu'au bout, c'est naturel, c'est humain. Alors que dans la réalité, notamment pour le cas de ce couple, ça s'est pas vraiment passé comme ça. L'océan, évidemment, c'est une surface absolument gigantesque. Quand bien même un avion passera au-dessus de vous, il y a très peu de chances pour qu'il vous repère. Même chose pour un bateau, tout dépend de sa distance. Et pour moi, le pire, c'est pas juste en fait d'être esquivé par la civilisation. Le pire, c'est ce qu'il y a en dessous. Et c'est très bien montré dans le film. Je rappelle que ce couple, qui n'a bien sûr malheureusement
jamais été retrouvés, ils étaient dans la mer de Corail, en bordure de l'Australie. Et quand vous pensez à Australie, vous pensez à quoi? Vous pensez forcément à animaux dangereux. Et on peut dire que dans ces mers-là, c'est un best-of. Entre les requins, les barracudas, les méduses, les serpents de mer, les crocodiles marins, tous ces trucs-là, imaginez un petit peu ce que ce couple a dû ressentir, parce qu'ils ont tenu plusieurs jours comme ça. Donc ça veut dire, voilà, nuit et jour, ils étaient ensemble, ils ont dû rester collés ensemble pour pas, évidemment, être séparés. Imaginez en plus le cauchemar, vous arrivez à vous assoupir, vous vous réveillez, vous apercevez que vous êtes au milieu de l'océan. Le film montre très bien la trouille que ça a dû être pour ces deux jeunes gens, de voir une menace, un poisson, un monstre marin, je ne sais quoi, surgir d'en dessous pour les bouffer, pour les choper puis les tirer vers le fond. Bref, ce film est un cauchemar, il m'a mis énormément mal à l'aise, j'étais pas bien du tout, et ça fait partie là aussi des films que j'ai pas envie de revoir. Donc que vous soyez claustrophobe, que vous ayez peur de la mer ou ce genre de truc, n'hésitez pas à le mater. Par contre, là aussi, je pense que vous reviendrez pas en arrière. Je pense que ce film va vous laisser une grande marque indélébile. C'est un petit film indépendant à la base, avec pas beaucoup de budget, pas des acteurs vraiment connus, mais croyez-moi, il fait son effet. En numéro 4 de cette liste, un film qui termine là en happy end, mais qui, par contre, vous apportera un gros lot de souffrance. 127 heures de Danny Boyle avec James Franco. Alors oui, je sais, mes chers abonnés, je vous casse les oreilles avec ce film depuis un petit moment, mais je dois encore insister pour que ceux qui ne l'ont pas encore découvert découvrent cette merveille. Là aussi, encore une histoire vraie sur un jeune ingénieur américain qui s'est retrouvé avec le bras coincé sous un caillou et qui a tenu pendant 127 heures comme ça, dans cette position, avec le bras complètement écrasé, avec presque rien à boire ni rien à bouffer. Dans le film, comme dans la réalité, le gars arrivera au point où il va s'amputer lui-même son bras, il va se péter son articulation et ensuite se taillader chaque millimètre de chair, chaque tendon, chaque nerf avec juste un petit canif émoussé. La scène de l'amputation est probablement l'une des scènes les plus hardcore que j'ai eu à voir. Franchement, quand on l'avait vu en salle, c'était quelque chose. Certains se cachaient les yeux, d'autres se bouchaient les oreilles. Moi, j'en étais réduit à me coincer la tête entre les jambes pour ne rien voir et ne rien écouter. Ce film est absolument incroyable parce que Danny Boyle réussit encore une fois à nous mettre dans la peau du personnage. On arrive, comme lui, à ressentir la faim, le froid, parce que la nuit dans le désert, il caille. Le fait de crever de soif, mon Dieu, quelle horreur. Ces plans, on voit le pauvre James Franco avec ses lèvres complètement gercées, et ses plans où il imagine tous ses potes en train de s'ambiancer, en train de boire des bières, des coups, etc. Quelle horreur. On souffre avec lui, c'est une véritable épreuve. La scène d'amputation qui est juste absolument immonde, absolument horrible. Et attention, on n'est pas dans du gore classique où le mec se taillade le bras en mode trash, en mode série Z. Non, non. Danny Boyle a réussi l'exploit de rendre la scène absolument horrible pour les yeux, mais également pour les oreilles. Je crois que cette scène elle est encore plus dure à supporter quand vous mettez le son. Parce qu'il a utilisé des sons qui heurtent vos sens, qui touchent vos synapses et qui font en sorte que ces sons vous marquent au fer rouge. Croyez-moi, faut le voir pour le croire. Quand notre personnage s'en sort, quand il coupe son bras, ce plan où son bras reste accroché au caillou, où il recule et qui regarde, 127 heures, le mec a tenu 127 heures comme ça, et qui comprend, qui prend conscience que voilà, c'est fini, qu'il est libéré, que son bras est toujours là, on arrive à ressentir ce qu'il ressent. Pour moi, c'est le meilleur rôle de James Franco. Et la scène finale, quand il rejoint ce couple, quand il crie qu'il a besoin d'aide, j'en ai chialé des torrents de larmes, cette scène est juste magnifique. C'est une déclaration d'amour à l'humanité, à la civilisation, et quand on a vu ce film, voilà, on aime tout ce qui est autour de nous. L'électricité, l'eau courante, le confort, les soins. Quel bonheur de vivre dans la civilisation. C'est un film que vous devez voir, et si vous êtes du genre, je sais qu'il y en a dans mes abonnés, à partir en excursion, faire des conneries machin, prévenez vos proches. Toujours. Ne partez pas seul à l'aventure, prévenez quelqu'un, jouez pas au con. Croyez-moi, quand ça lui est arrivé cette histoire, quand il s'est coincé le bras, lui-même pensait pas que ça pouvait lui arriver. Faites pas les idiots, prévenez vos proches quand vous vous barrez. En numéro 3 de cette liste, Buried avec Ryan Reynolds. Je vais pas spoiler ce film parce qu'en soi, c'est pas qu'il y a pas grand chose à dire, loin de là, c'est un film où il y a beaucoup de choses à dire justement, mais partez du principe que le film dure 1h30, et pendant 1h30, on voit Ryan Reynolds enfermé dans un cercueil. Ouais. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible de tourner pendant 1h30, voilà, un film dans un cercueil, on doit se faire chier, on doit s'emmerder. Non, non, le film est intéressant, le film est haletant, le film est intelligent surtout, la mise en scène est très bien gérée, bien que modeste, on s'accroche au film, on s'accroche à l'histoire, on s'accroche au personnage, bref, il vaut le coup d'œil. Si vous êtes claustrophobe, si vous aimez bien les twists, si vous aimez bien ce genre d'histoire, les histoires assez ambitieuses, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit un film intégralement centré sur un mec qui est enfermé dans un cercueil, alors dans ces cas-là, vous devez voir Buried. En numéro 2, peut-être mon film préféré de toute cette liste, The Descent, du trop injustement sous-coté Neil Marshall. Neil Marshall a le point commun, comme Danny Boyle, d'être anglais, de tourner cette histoire, The Descent comme 127 heures, aux États-Unis, et bien sûr, il a le point commun d'être extrêmement talentueux. Même si le pauvre Neil Marshall s'est malheureusement fait flinguer pour ses films, des films vraiment cool comme Centurion, Hellboy, sans oublier Doomsday. Des films très modestes, mais très cool à regarder, bourrés d'action, et surtout, on ressent une âme de gosse chez Neil Marshall. C'est un réalisateur généreux qui sait ramener autour de lui des gens qui sont enthousiastes, qui savent se donner à 2000%. Voilà, on sent que c'est un passionné, qu'il aime le cinéma, qu'il aime faire rêver, qu'il aime faire
faire peur. C'est un type qui a une bonne âme, ça se voit sur sa tronche d'ailleurs, regardez-le franchement. Regardez la tronche de Neil Marshall. On dirait ton oncle Jackie avec qui tu fais un barbecue le samedi soir. Bref, The Descent est un film juste exceptionnel. Réussi en tout point. J'estime qu'il y a peut-être une ou deux scènes qui sont partiellement ratées. Je parle en termes de scènes d'action, je trouve qu'il y a deux trois trucs qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim, mais c'est absolument infime par rapport à tout le reste. En général, j'aime bien parler un petit peu des défauts avant de parler des qualités, parce que là, pour le coup, si on doit parler des qualités de The Descent, on n'a pas fini. Flippant, stressant, magnifique, malgré l'histoire, vraiment dark, vraiment sombre, il y a énormément d'humanité dans ce film. Le film est intégralement porté par un casting féminin, et là, pour le coup, on est très loin de toutes les conneries qu'on nous sort habituellement, les Charlie's Angels, les Ghostbusters, les machins. Là, c'est un film qu'avec que des gonzes, mais là, ça marche nickel. Je ne spoilerai pas un gramme de ce film. Je veux que vous le découvriez. Il y a de très grandes chances pour que ça devienne votre film d'horreur favori. Vous laissez pas avoir par les affiches qui sont absolument à chier. Le film est vraiment excellent. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, à juste titre, rien que pour les scènes d'horreur, rien que pour les scènes ultra oppressantes. Parce que oui, le film se déroule dans des cavernes, donc vous êtes pas bien, quoi. Parce que les meufs, elles sont dans des coins hyper confinés. Elle se retrouve bloquée à un moment, et bien sûr la seule menace n'est pas que l'isolement. Vous verrez bien, j'en dis pas plus. Le twist final est un des plus beaux et un des plus terrifiants que j'ai jamais vu, celui qui m'a peut-être le plus traumatisé, et j'avoue avoir montré ce film à plein de gens, et ce film a toujours fait le même effet. Tous et toutes l'ont absolument adoré. Bref, si vous ne connaissez aucun de ces films de cette liste et que vous en avez un seul à retenir, regardez The Descent, mais je vous préviens, accrochez-vous. Et ça y est, enfin on y arrive, c'est parti pour le number one de cette liste. Et attention, là on va parler de quelque chose de sérieux, de quelque chose de vraiment dramatique. The Lost Descent, un petit film américain, jamais sorti en France, pas traduit en français, vous pourrez le trouver qu'en VO sur internet, il me semble qu'il est encore sur YouTube. Ce film retrace le calvaire absolument tragique de John Edward Jones. Un étudiant en médecine de 26 ans, passionné de spéléologie. Le film est poignant, le film est réussi, le film rend parfaitement hommage à cet individu qui est décédé malheureusement, et je vais vous expliquer justement comment il est décédé, et si je vous parle de ce film, c'est davantage pour vous parler de son histoire absolument tragique. En 2009, John Edward Jones se rend en Utah pour visiter et explorer la Nutty Put Cave, une grotte thermale connue des passionnés de spéléologie, mais aussi connue pour quelques missions de secours pour des jeunes scouts qui se sont retrouvés coincés à l'intérieur. Même si la caverne est connue pour abriter de nombreux coins exigus, il n'y a pas eu de victimes à déplorer depuis sa découverte dans les années 60. Le 24 novembre 2009, un groupe de 11 explorateurs s'aventure dans la grotte. Alors qu'ils l'explorent, l'un d'eux, John Edward Jones, choisit de prendre un chemin différent et pénètre tête la première dans un étroit boyau, puis se bloque après l'avoir emprunté. Dans ce cul-de-sac de 40 cm de large et de 25 cm de haut. 45 cm de large, 25 cm de haut, le mec est coincé là-dedans, je vous laisse réaliser. La géométrie ardue du tunnel emprunté rend difficile les tentatives de sauvetage. Et pour bien vous faire comprendre le bail de l'histoire, voilà dans quelle position était John Edward Jones. Regardez ça, essayez de vous mettre à sa place, rendez-vous compte, le mec la tête en bas avec rien d'autre que de la roche, impossible de sortir, impossible de s'extirper de là-dedans, impossible de se retourner, impossible de tenter quoi que ce soit. En bref, il le sait, tout le monde le sait, il est foutu. La géométrie ardue du tunnel emprunté rend difficile les tentatives de sauvetage. Tenter de le tirer hors du tunnel à l'aide d'une poulie utiliserait ses jambes comme seul point d'appui et pourrait les lui briser, ce qui aurait des conséquences extrêmement douloureuses et fatales étant donné le très fort afflux de sang veineux logiquement présent dans son cou et dans sa tête. Vous avez déjà fait le poirier vous? Alors essayez de vous imaginer placé comme ça pendant de longues minutes, pendant des heures interminable, la tête en bas, dans un coin exigu comme ça, sous la roche, loin de tout, avec juste quelqu'un qui vous parle à plusieurs mètres, sans que vous puissiez le voir. Seuls quelques sauveteurs sont parvenus à son niveau dans la grotte. Les 137 sauveteurs ayant participé à son sauvetage ont conclu qu'il serait trop dangereux de tenter de récupérer son corps. Parce que c'est impossible dans ce genre de cas de figure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas lui tirer sur les jambes, ce serait l'hémorragie directe. Il serait déjà mort avant même qu'on ait extirpé son corps, de là où il était coincé. Les secouristes se rendent à l'évidence, ils ne peuvent rien faire. Le sort de John Jones était scellé bien avant qu'il sombre dans ce trou. Je précise que ce jeune homme était père de famille, il avait un bébé, et essayez de visualiser un petit peu, mettez-vous dans le mindset de ce qu'il a dû ressentir pendant ces dernières heures. Parce que John Jones est mort au bout de 28 heures. 28 heures de souffrance, il est mort étouffé dans son propre sang à cause de l'afflux de sang que son cœur faisait que de pomper, ça a fini par inonder son cerveau, ses poumons, bref ça a été une mort absolument atroce. Son corps repose dans cette caverne sans doute pour l'éternité, la caverne a été bien sûr scellée pour que plus personne ne s'y aventure, mais c'est très malheureux qu'il aurait fallu attendre que quelqu'un meure dans d'atroces souffrances pour que les gens prennent cette décision. J'ai jamais compris le délire de la spéléologie les gars. Si vous en faites, pitié, écrivez-moi dans les commentaires pourquoi vous en faites, et pitié, s'il vous plaît, arrêtez ces conneries. En bref, pour comprendre une partie du calvaire psychologique et physique que ça a dû être pour le pauvre John Jones, regardez ce film, en espérant que ce genre de tragédie n'arrive plus jamais à qui que ce soit. Voilà, c'est terminé, c'était le dernier, il était... J'espère que ce petit top vous a plu, j'espère que vous mettrez quand même quelques-uns de ces films, et d'ailleurs quand ce sera le cas, quand vous en aurez maté quelques-uns, ou un seul, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça aide à booster l'algorithme, ça aide à faire monter la chaîne. Je vous dis à très bientôt mes loulous, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est le plus important, vive la vie, vive la civilisation, vive la technologie, vive vous tous, bref, je vous embrasse.